Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Quatrième dialogue. Oui. Quatrième dialogue. On renoue le dialogue avec Denis Zorniotti. Vous le connaissez. Je rappelle juste qu'il est critique, musique et cinéma, et que vous êtes auteur pour la télévision et producteur radio, et que vous enseignez désormais l'histoire du cinéma à 3IS à Nantes. Et pourquoi vous êtes là, on le sait déjà, parce que c'est pour parler de ça. Une histoire du cinéma français, c'est le 4e tome, les années 60, 60-69. Vous reconnaissez Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, ça c'est dans Baiser volé, ça, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Dans Baiser volé, et édité chez Leitmotiv. Je salue entre parenthèses, au passage, Jean-François Jeunet, et merci pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Donc Denis est de retour pour en parler. C'est le 4e tome, il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est un dialogue qu'on a créé depuis un certain temps, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous ? Merci beaucoup. Très bien, merci Samir Arjoum, et toujours merci. C'est un plaisir d'être là, toujours. Voilà, pour la pertinence de vos questions et du dialogue. Donc, c'est avec plaisir qu'on poursuit l'aventure. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est co-rédigé. Il y a quelques passages qui sont rédigés par Ulysse Liédo, qui est diplômé en études cinématographiques et qui est aussi enseignant et critique de cinéma. Mais avant qu'on commence à parler un petit peu de cette France des années 60, de par son économie, son histoire et son cinéma, juste peut-être nous rappeler l'origine, la genèse de ce projet ? Oui, donc c'est le 4e tome, comme vous l'avez dit. Le projet, l'idée était de Philippe Palin, qui donc nous a quittés. C'était le 1er mai 2020. Donc les 3 premiers tomes étaient écrits avec lui. Donc les années 30, 40 et 50. Et donc voilà, maintenant, donc Ulysse Liédo le remplace. Bon, c'est pas le remplacer, on peut pas le remplacer, mais voilà, m'assiste. Ulysse, qui avait déjà écrit quelques textes sur les tomes précédents, L'Âge d'or notamment. Il avait écrit des textes aussi sur Jean Cocteau. Enfin voilà, il avait déjà participé. Là, il participe un peu plus. Et voilà. De toute façon, moi, j'aime bien avoir un regard extérieur aussi, pouvoir échanger, pouvoir discuter des films qui vont être choisis, des réalisateurs, des acteurs, des actrices, puisque le principe est toujours le même. Hein. Par année, il y a toujours des films qui sont mis en avant, un acteur, une actrice, un réalisateur et un dossier. Donc voilà, c'est toujours bien de pouvoir échanger, de décider quelle sera l'armature du livre et vers quoi on tend, de quoi on va parler. A fortiori pour les années 60, où il y a quand même, c'est très, 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 très riche. Et même si le livre fait 520 pages, il a fallu à des moments arbitrer, choisir, donc éliminer certaines choses dont on a moins parlé. Voilà. Mais j'allais vous poser la question, comme on est au 4e tome, c'est peut-être une question un petit peu périphérique, mais comment vous vous sentez je veux dire, est-ce que vous avez cette impression de, je vais utiliser un mot énorme, de connaître intimement la France finalement? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes sur ce projet, donc j'imagine que vous ne pensez qu'à ça, et à un moment, il doit y avoir comme ça un rapport très particulier avec ce pays, via son cinéma, bien évidemment. Oui, bah après, bon, moi, heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais pas pu me lancer là-dedans, même avec l'aide de Philippe. C'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps, l'histoire contemporaine notamment, l'histoire du cinéma que j'avais étudié à l'université. Toujours faire ce rapport entre des films, une époque, une société. Voilà, c'est vraiment le cœur de mes réflexions, et ça se traduit dans les livres. Donc là, effectivement, après, je découvre des choses, hein, toujours. Là, par exemple, je suis sur les années 70, je dévoile déjà un peu la suite et je parle du pont La Joie en 1975. Et voilà, se rappeler que l'été 73, par exemple, il y a eu tout plein justement d'événements en France, de ratonnades, d'actes racistes terribles, où il y a eu finalement quelques dizaines de morts et jusqu'à 150 blessés. Voilà, c'est des choses que j'avais oubliées, puisque moi à l'époque j'étais tout petit et je me rappelais pas du tout. J'avais 5 ans en 73, donc. Et voilà, et là je redécouvre ça et ça rééclaire ma vision et à la fois du cinéma et de Dupont-la-Joie que j'avais vu il y a longtemps et là que j'ai revu pour le livre. Voilà, pour les années 60, c'est pareil. Je découvre des films que je connaissais mal, comme Les Honneurs de la guerre de Jean de Wever, qui a été mis en avant. Ça d'ailleurs, c'est Philippe Palin qui m'en avait parlé, qui m'a dit ce film est formidable. Le film a été confidentiel, il a été fait en 60,
il est sorti qu'en 62. Celui-là, je le découvre et c'est grâce au livre. Donc, je sais des choses à la base et j'en apprends d'autres. C'est ce qui est tout l'intérêt aussi de ce travail. Et est-ce qu'il y a comme ça des exemples de films qui vous ont accompagné, que vous conserviez vraiment une relation très très forte, et puis pour préparer ce livre, en les revoyant, des illusions, ces films tombent c'est possible. Oui, après là, pour la peine, alors là, je prends un exemple sur les années 60, mais bon, je pouvais m'en douter. Autant je suis toujours, donc j'ai revu tous les films de Philippe de Broca dans les années 60, et je suis toujours extrêmement fan de L'Homme de Rio, Le Roi de cœur, qui est mis en avant dans le livre. Et j'avais un souvenir petit, adolescent, d'avoir vu Les Tribulations d'un Chinois en Chine, d'avoir d'ailleurs craqué sur Ursula Andress, voilà, bon, comme beaucoup de jeunes gens à mon époque. Et là, voilà, de voir le film et de se dire que voilà, ça n'a pas comme Belmondo, j'ai envie de vous dire comme Belmondo. Voilà. Et de me dire, bon, c'est pas L'Homme de Rio bis, c'est quand même, c'est que ça tient nettement moins bien la route. Le couple Andrés Belmondo ne marche pas aussi bien que d'Orléac, Belmondo. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Je garde un souvenir ému de Jean Rochefort, qui joue le rôle du majordome, d'ailleurs sans moustache. Et bon, là, finalement, c'est un rôle assez effacé. Enfin, voilà, il y a des films comme ça, mais c'est les films de l'enfance. Parfois, quand on les revoit adultes, on peut être naturellement déçu. Et après, il y a le contraire aussi, des films que on gardait pas forcément un grand souvenir, et après on les revoit, et là d'un coup on se dit que c'est quand même des très très grands films. Voilà, moi j'ai un rapport avec Robert Bresson qui est finalement tardif, un amour qui est tardif, et d'avoir vu à peu près tous les Bresson quand j'étais à la fac j'avais quel âge, 18-20 ans, d'être resté un peu à la porte de Au hasard Balthazar par exemple, ou de Mouchette. Et là je les ai revus pour le livre. J'avais fait un grand bond dans le temps avant de les revoir, et d'être vraiment maintenant soufflé par la qualité, les partis pris, le travail sur le son, vraiment un cinéaste certes radical mais passionnant. Et ça fait que Mouchette est bien mis en avant, Une femme douce aussi que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pour le livre, c'est le premier rôle de Dominique Sanda, et de me dire waouh, voilà. Donc ça, il y a des bonnes surprises. C'est heureusement d'ailleurs, il y a les deux. Juste une petite digression, parce que les années 60, c'est vraiment quand même une période assez particulière, parce que il y a un lien très fort aussi avec les années 50. Et là, je parle vraiment pour le coup de la nouvelle vague. Les années 50, c'est la théorie. Les années 60, c'est la pratique. Oui, c'est vrai. Et moi, me concernant, je suis vraiment, pour le coup, on peut dire, j'ai beaucoup plus été regardé par la nouvelle vague que par les films dits de la qualité française, qui étaient plutôt liés je vais être un peu méchant, mais c'est aux vieux qui nous transmettent ça, et puis nous, on essaye de tuer les vieux, entre parenthèses, en regardant la nouvelle vague, etc., etc. Et il m'arrive ce qu'avaient fait les gens de la nouvelle vague, d'ailleurs, hein. Les jeunes qui arrivent, les jeunes turcs qui tuent la génération d'avant. Voilà, et ce qui est très troublant, et vraiment là je me permets une digression très très subjective pour le coup, ce qui est très troublant, c'est bon, moi j'ai 46 ans, et là depuis quelques années, je sais pas pour quelle raison, j'ai envie de les revoir, ces films que je rejetais violemment de la qualité. Je parle par exemple à Saint-Jean-d'Hiver, des choses comme ça, et je leur trouve aujourd'hui des qualités. Alors qu'au fut un temps, c'était un rejet total. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais est-ce que ça… Alors, je ne sais pas quel est votre rapport avec la nouvelle vague, parce que c'est vraiment une période très importante dans votre cinéphilie, mais est-ce que vous aviez ressenti ce genre de sensation aujourd'hui ? Alors moi, c'est presque… Alors là, c'est très, très personnel aussi, hein. C'est à peu près le contraire, d'une certaine manière. Moi, j'étais justement… J'ai fait des études de cinéma, donc la fac, je suis allé, voilà, des DEA, enfin voilà, je suis allé assez loin. Et j'étais plutôt réfractaire, notamment au cinéma de Jean-Luc Godard. J'aimais bien des Chabrol, mais plus tardif, on va dire, à partir de Que la bête meurt, par exemple. Mais j'étais assez réfractaire avec tout ça. Truffaut était à part. Moi, je suis toujours un truffaldien naturel, voilà. Et sans être justement qualité française, j'étais assez attiré par des films comme Weekend à Zuidcote, même le bouquin de Robert Merle, je l'aime énormément. Donc moi, j'étais plutôt presque le contraire de vous, d'une certaine manière. Et là, en vieillissant, donc moi je suis né en 68, j'ai bientôt 54 ans, j'ai appris à aimer Godard. Parce que d'un coup, j'avais trouvé que le personnage était brillant, mais en même temps horripilant. Mais j'ai découvert sur le tard, on va dire, une ironie, je trouve, qui sauve beaucoup de choses et qui fait que quelque part, il y a une ironie, il y a une passion du cinéma, etc., qui peut parfois compenser une certaine violence vis-à-vis des anciens, une certaine
posture un peu justement, je me place en artiste et moi-même je vais changer non seulement le cinéma, mais je vais même changer, c'est ce qu'il a cru à un moment. Il a pensé, je pense, avec La Chinoise, un film comme ça, pouvoir changer la politique et l'ordre du monde. Donc j'étais resté sur cette posture un peu, on va dire, prétentieuse et un peu justement trop critique vis-à-vis des autres. Et j'avais pas senti quelque part aussi la passion énorme du cinéma, évidemment, l'ironie qu'il y a derrière son travail, je trouve qui est très très forte, qu'on voit dans Bande à part, par exemple, évidemment, Une femme est une femme, enfin voilà. Et finalement, maintenant, je suis touché par Jean-Luc Godard comme je ne l'avais pas été quand j'avais 20 ans. Après, je trouve ça formidable et je demande j'incite tout le monde à lire ce qu'a écrit Anne Wiazemski, qui a sorti plusieurs livres donc sur sa relation avec Jean-Luc Godard, où elle explique effectivement à l'époque de La Chinoise comment il est persuadé que non seulement son film va changer le cours de l'histoire, en tout cas voilà, faire venir des idées progressistes à un monde qui déteste, le monde de la France de Gaulle des années 60. Comment naïvement il pense d'ailleurs que son film va plaire aux autorités chinoises et qu'il va pouvoir faire une tournée en Chine pour le présenter. Comment il a cette naïveté de gosse en fait. Lui-même qui d'ailleurs fréquentait beaucoup à l'époque la fac de Nanterre grâce à Anne Wiazemski, il a un coup d'avance sur mai 68, hein, il a déjà senti des choses et ça c'est très intéressant. Et comment en même temps il adore les voitures, comment il en veut à Marina Vladi puisqu'il a une aventure éphémère avec elle et il dit qu'il va la faire marcher tous les jours 2 heures pour aller sur le tournage de 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Enfin, comment c'est aussi un petit gamin, comment justement quand il rencontre Robert Bresson, il est tout ému, il est comme un gosse vis-à-vis d'une de ses idoles. Voilà, c'est un personnage extrêmement complexe. Et j'ai appris à le connaître avec le temps, alors qu'à 20 ans, je rejetais un peu ça. Je rejetais le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà, on a fait le chemin inverse d'une certaine manière. Et après, ça se traduit dans le livre. Enfin, on avait la volonté avec Ulysse et avec Philippe avant, puisqu'on avait discuté de ça avec Philippe Palin à l'époque, d'essayer sans mettre justement la modernité, la nouvelle vague et ce qui est la qualité française. Après, on est plus dans un cinéma populaire classique. Je pense à Rue Verneuil, évidemment. Je pense à Gérard Houry. De pas forcément mettre les deux à dos, mais les faire cohabiter et montrer que le cinéma des années 60, il est là, en fait. Il est à cet état d'avancement entre modernité et classicisme, et il y a des produits de qualité. Et ça sera encore le cas dans les années 70. Et ce que je trouvais remarquable, c'est que le cinéma populaire de l'époque, le grand cinéma populaire, voilà, je reviens sur Houry, sur Verneuil, sur L'Homme de Rio, par exemple, c'est une période où le cinéma populaire est vraiment de qualité. Gérard Houry le Cornio, bon voilà, je suis assez dubitatif sur le Cornio, mais bon, il y a des choses intéressantes. Mais La Grande Vadrouille, c'est Houry qui se dit voilà, je fais une comédie familiale, mais c'est un vrai film d'aventure. Je raconte une histoire, j'ai fait exister des personnages, la photo est magnifique, la mise en scène est très belle. Je fais pas ça au rabais en me disant bon, ben, c'est une comédie, on laisse passer. Et puis je parle aussi d'une période historique très particulière. Je veux dire que c'est un film qui a été critiqué par les historiens à l'époque. Faut pas. Carrément. Et c'est vrai que on en parle dans le livre, mais 66, c'est une. Alors il y avait eu Babette 120 en guerre, mais c'est aussi on commence à faire aussi quand même une comédie qui se passe sous l'occupation, qui montre d'ailleurs des Français pas toujours positifs. C'est la même année d'ailleurs, il y a La vie de château, il y a Martin Soldat de Michel Deville. Alors par ailleurs, on en parle aussi dans le livre, il y a La ligne de démarcation, là, qui est très sérieux de Claude Chabrol. Il va y avoir aussi Un homme de trop, le film de Costa Gavras. Mais on commence à quand même à faire des comédies là-dessus, sans brader quand même l'aspect historique, l'aventure. Enfin, c'est un grand film d'aventure. Et c'est une période, je trouve, assez bénie. Voilà, maintenant, on est passé à une autre étape à partir, je trouve, des années 80-90. Une époque bénie où il peut y avoir voilà, ce cinéma populaire de qualité, un cinéma extrêmement inventif, né de la nouvelle vague, mais qui dépasse le cadre de la nouvelle vague. Enfin, Alain Cavalier, il n'est pas de nouvelle vague, mais je trouve qu'il c'est un réalisateur franc-tireur, je trouve, de qualité. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, carrément. On l'oublie, mais il y a Robert Enrico qui fait par exemple Tanzita. C'est un film avec Johanna Chimkus. Le film est extrêmement
intéressant dans sa forme. C'est une sorte de rêve éveillé toute une nuit avec une jeune femme qui se balade dans Paris. Ça, d'ailleurs, c'est un film très intéressant. C'est 67. Ça montre différentes versions de la jeunesse. Une jeunesse qui est déjà justement militante et qui annonce mai 68, et une jeunesse qui est dans la société de consommation et qui ne pense qu'à s'amuser. Enfin voilà, c'est un film extrêmement intéressant sur 67 et du point de vue de la forme extrêmement audacieux. Et on n'imagine pas ça forcément d'Aubert Enrico, et à l'époque c'est le cas. Donc c'est vraiment une période moi que j'adore. Voilà. Et ça, je pense que ça se ressent dans le livre. Oui. Oui, mais c'est passionnant d'ailleurs. Alors juste, je vais quand même rappeler un petit peu quelque chose de très important. Rappelez. Vous en avez parlé dès le début de l'émission, c'est quand même la structure du livre. C'est toujours la même que les précédentes, mais il faut quand même le rappeler. Donc, il y a l'année en l'occurrence, puis ensuite, vous présentez l'année. On va prendre comme exemple, là, je l'ai, l'année 62. On présente l'année, puis pour vous estimez que le film de l'année, c'est Cléo de 5 à 7, donc Adès Vardar. Puis ensuite, il y a des gros plans sur d'autres films comme Jules et Jim ou Le Caporal épinglé. Vous avez aussi des coups de cœur. Là, pour le coup, vous avez choisi. Parfois, ce sont des films qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont. C'est l'idée aussi du coup de cœur, un moment il y a Cybèle ou les dimanches de Ville d'Avray par exemple. Il y a effectivement ce film-là. Il y a La Chamade qui est à l'époque a eu pas mal de succès. C'est d'après François Sagan et c'est un film de Cavalier moins connu aujourd'hui. Et voilà, il est en coup de cœur. Il y a l'idée de se dire on se mouille un peu d'une certaine manière et on essaye d'inciter les lecteurs. Le livre d'ailleurs s'adresse juste aux gens qui aiment le cinéma, pas forcément des cinéphiles aguerris, de se dire tiens, allez voir du côté des honneurs de la guerre par exemple, si vous avez l'occasion, allez voir La Chamade par exemple. Voilà, il y a l'idée toujours de ce coup de cœur un peu plus personnel d'une certaine manière. Et puis il y en a d'autres, il y a des arrêts sur image, en accéléré sur des autres films. Vous parlez aussi d'une réalisatrice ou d'un réalisateur, d'un acteur et d'une actrice, et vous clôturez l'année bien évidemment par le dossier. Là pour le coup 62 c'est la guerre d'Algérie, mais ça on va parler juste de ça après. Oui. On va parler de ça après. Expliquez-moi un petit peu à quoi ressemble la France en 1960, pas forcément cinématographiquement, mais économiquement, d'avoir un peu ce contexte-là. Alors, on est encore dans les 30 glorieuses, ça va aller jusqu'en 73-74 et le choc pétrolier. On est dans une France qui rentre pleinement, c'était déjà le cas, mais là encore plus dans la société de consommation, évidemment. On est dans une France qui se veut moderne aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont enclenchées, même y compris du côté de l'urbanisme. Il y a les premiers supermarchés, hypermarchés, qui arrivent, les grands ensembles qui se construisent. On est dans une vision très, très moderne de ce que doit être la France. Il y a le nouveau franc qui arrive en 60, il y a beaucoup de choses qui rentrent, et en même temps, ça va exploser en 68, on est dans une France encore justement très très patriarcale, une France de papa, on en parle dans le livre, la pilule arrive en 67, avant 64, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari, on est vraiment encore là-dedans. On a essayé de montrer, il y a un dossier sur la jeunesse, comment dans le cinéma, on peut déjà comprendre ce qui va se passer à la fin de la décennie. Il y a notamment Chronique d'un été, qui est un documentaire de Jean Rouch et d'Edgar Morin, où on voit à la fois la jeunesse, on voit les ouvriers. Le film d'ailleurs les mélange et crée des passerelles entre des populations qui ne se seraient jamais rencontrées. Il y a même, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des Africains qui rencontrent Marceline Loridan Evans qui a survécu à la Shoah. Enfin, ils se seraient jamais rencontrés. Le film parle de ça et les fait se rencontrer, dialoguer, et on sent beaucoup dans ce film-là, on sent beaucoup, mais même dans La Vérité, je trouve le film de Clouzot, on sent qu'il y a une jeunesse qui commence à vouloir autre chose, qui refuse en partie ce modèle, et bon, ça va éclater évidemment en 68. Il y a un film aussi, un documentaire, Hitler connaît pas, de Bertrand Blier, qui est son premier documentaire, où il interroge une dizaine de jeunes qui ont 20 ans en 63, et voilà, on sent à quel point ces jeunes, ils sont pas bien. Le film a d'ailleurs été interdit aux moins de 18 ans. Il y a une jeune fille qui parle assez librement du fait qu'elle a des aventures sexuelles avec des hommes, et ça, pour la France de 63, c'est intolérable, c'est inaudible. Donc le film est censuré de cette manière-là, et on sent vraiment ce malaise dans cette France qui par ailleurs économiquement va bien.
Mais c'est une France aussi qui, d'ailleurs, j'en parle comme ça dans le livre et c'est mon sentiment, elle va aussi à fond dans la consommation, dans la modernité, dans la technologie, etc., etc., parce que, voilà, en 1960, beaucoup de pays d'Afrique accèdent à l'indépendance. 62, donc la guerre d'Algérie qui se termine avec les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie. Il y a un peu une perte quelque part de voilà la France, on va dire coloniale, s'arrête dans les années 60. Il y a presque une perte de grandeur, en tout cas, qui peut être perçue et qui est compensée, je trouve, par cette espèce de plongée dans le consumérisme qui va arriver aussi à la fin de l'année à des films comme Erotissimo, voilà, qui n'est pas forcément un film majeur, mais qui traduit bien l'époque de l'importance de la publicité, du marketing, de la consommation. C'est un film de Gérard Pires qui après a fait Taxi, il s'est un peu perdu, mais à l'époque il fait un film extrêmement intéressant avec Annie Girardot. Qui montre aussi, c'est une femme un peu dépassée entre la volonté de s'émanciper et les injonctions de la société de faire plaisir à son mari. Voilà, on annonce déjà mai 68 ce qui se passe avec ce genre de film en fait. Et puis il y a aussi la télévision qui arrive. Carrément, bien sûr. La télévision qui est de plus en plus importante. Il y a La Grande Lessive, film majeur de Jean-Pierre Mocky, qui est quand même symptomatique du fait que voilà, il imagine des professeurs qui rentrent en guerre contre la télévision parce que les enfants qui regardent la télévision jusque tard le soir sont fatigués en classe et s'endorment et décident de monter une sorte de commando terroriste pour empêcher les gens de voir la télévision, y compris même à la fin, la Tour Eiffel est privée, la France entière de télévision. Oui, la télévision est très importante et évidemment commence à on en est loin encore, hein, de mémoire, on est à 23% de foyers en 60 qui ont la télévision, il y en aura 46% à la fin de la décennie, mais le cinéma commence à entrevoir un rival qui va peut-être, ça va de plus en plus se réaliser, être voilà un rival quant à son hégémonie comme société de divertissement. Ça, c'est très important. Est-ce que, comme chez les Américains, dans les années 60, il y avait comme ça une espèce de nouvelle génération c'était surtout des hommes d'ailleurs, qui travaillaient à la télévision, qui étaient réalisateurs et qui ensuite sont devenus cinéastes. Je pense par exemple Arthur Penn, par exemple. Est-ce qu'il y a eu ça aussi en France? Pas tellement en fait, puisque alors il y a Marcel Bluval qui a fait il a fait notamment Carambolage, un film très intéressant d'ailleurs, avec Louis de Funès, Jean-Claude Brialy. Après lui, il s'est consacré beaucoup à la télévision. Il y a Stello Lorenzi qui a fait Climat. Lui, c'est un grand réalisateur de dramatique à la télévision, mais pas tant que ça. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est le contraire. C'est comment la télévision, comment des gens s'intéressent à la télévision. Il va y avoir Jean-Luc Godard, par exemple, qui même dans les années 70 va faire des choses pour la télévision. Il y a Roberto Rossellini qui fait un film pour la télévision. Il y a un moment. Il y a Romer aussi. Bien sûr, carrément. Il y a des gens comme ça qui, à un moment, je ne sais pas si je le cite dans le film, mais il y a Jean Rochefort qui à un moment, avait cette formule en disant, quand on a vu le Don Juan de Marcel Bluval avec Michel Piccoli et Claude Brasseur, on s'est dit, waouh, la télé, il peut y avoir des programmes de cette qualité-là. Là, on est en 1965. Et c'est d'ailleurs le film qui va booster Piccoli et le faire entrer dans une autre dimension. La qualité de c'est un Don Juan magnifique, Piccoli, dans ce téléfilm de Marcel Bluval. Et comment, à un moment, Rochefort disait, envoyer ça, on se disait à la télévision, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va cultiver les personnes, il va y avoir des produits de qualité, et tout en ajoutant, finalement, on a un peu déchanté plus tard. Mais on est dans cette période où on se dit, tiens, il va y avoir des choses extrêmement intéressantes qui vont être faites. Il y a des réalisateurs de cinéma qui s'intéressent à la télévision. Ça va durer jusque dans les années 70-80. Hein. Chabrol va faire des films pour la télévision à la manière d'Hitchcock, par exemple. Mais il n'y a pas la passerelle qu'il y a aux États-Unis. Mais même encore aujourd'hui, il y a plus facilement des passerelles, je trouve, entre le cinéma et la télévision, y compris sur les acteurs. Là, la France est moins là-dessus. Même si j'en ai parlé, voilà, Piccoli et Brasseur, ils éclatent, ils explosent à la télévision. Après, Claude Brasseur, ça va être Vidocq, toujours avec Bluval. C'est ce qui va asseoir sa notoriété. Dans les années 70, pareil, Marie-France Pizier, elle gagne en notoriété grâce aux gens de Mogador. Il y a Brigitte Fossé dans le film aussi.
Brigitte Fossé, elle devient plus célèbre grâce au Jean de Mogador en 72. Donc, mais est-ce que certains cinéastes français des années 50 qui ont été mis dans le espèce de groupe comme ça officieux de qualité française, comment ils vivent les années 60 avec l'émergence comme ça de ces critiques de cinéma qui finissent par devenir cinéastes, mais d'autres personnes aussi qui se greffent à la nouvelle vague qui va durer que quelques années simplement. Comment ils le vivent comment ils vivent cette situation-là, et finalement, si je devais être un peu trivial, qui a gagné réellement on va dire la bataille du public? Alors, il y a beaucoup de questions, plein de questions. Je pense qu'ils le vivent de manière un peu. Alors, il y a la phrase toujours de Decoing, Henri Decoing, donc réalisateur notamment de La Vérité sur Bébédon, grand réalisateur français des années, dès les années 30, 50. Et lui, après avoir vu À bout de souffle, qui se libère beaucoup de certaines contraintes, notamment de montage, en faisant des jump cuts, par exemple, ce qui se faisait plus depuis les premiers âges du cinéma. Il aurait dit ah là là, je vais dire à mon monteur, ne t'intéresse plus au fort raccord. C'est plus la peine d'y penser parce qu'avec Godard, la notion de fort raccord n'existe plus en fait. Donc il y avait cette espèce de moquerie d'une certaine manière. Après, je pense que les cinéastes, les grands cinéastes, Renoir était plutôt bienveillant avec les gens de la Nouvelle Vague, qui était bienveillant avec lui-même, mais il va faire peu de films, Le Caporal épinglé. Après, il va faire d'ailleurs le petit théâtre de Jean Renoir. C'est pour la télévision, ça sort à l'ERTF en 70, ça ne sortira au cinéma qu'en 75. Après, d'autres personnes comme Duvivier, c'est très, très intéressant parce que Duvivier, à un moment, pour un de ses films, il prend Jean-Pierre Léaud, tout droit sorti des 400 coups, et il essaie de mélanger à la fois le personnage de Jean-Pierre Léaud des 400 coups avec son cinéma à lui, les toits de Paris, etc., etc. Mais ils sont un peu, ils regardent ça, je pense, avec un air un peu, voilà, on continue à faire nos films, un peu moqueur. C'est assez intéressant. Après, qui a gagné dans l'absolu, la nouvelle vague? Il faut voir que les financements sont nés aussi au début parce que Claude Chabrol a eu un héritage, ça lui a permis de financer les premiers films, parce qu'il y a eu des producteurs à un moment comme Georges de Borgard qui ont joué un peu le rôle de mécène et qui ont fait en sorte que les films se fassent. Dès 1958 avec Le Signe du Lion et Paris nous appartient, mais les deux films sortiront qu'en 62. 62-63, mais en l'occurrence, rapidement, si À bout de souffle est un succès énorme, les autres films ne marchent pas beaucoup. Les Bonnes Femmes, c'est un échec, Les Godot c'est un échec, et donc rapidement, la nouvelle vague telle qu'on la connaît, vers 63-64, elle n'existe plus. Truffaut, bon, Chabrol, c'est le cas le plus évidemment le plus signifiant. On va passer vraiment à autre chose, même à faire des films commerciaux comme le tigre se parfume à la dynamite et le tigre aime la chair fraîche. Après, il va trouver lui-même son cinéma à la fin des années 60. Et Marie Chantal aussi. Marie Chantal contre Dr K, voilà, sur un scénario de Jacques Chazot, mais qui est un film intéressant. C'est presque c'est une parodie, je trouvais presque amusante de films d'espionnage. Voilà, Truffaut va faire du Truffaut, mais justement, il a fait dès le début en adaptant des livres du 19e siècle notamment, en adaptant des William Irish, enfin des polars de série noire. Mais donc, il va faire son cinéma qui n'est pas forcément nouvelle vague d'une certaine manière. Et donc, on pourrait dire qu'ils ont perdu. D'autant plus que les succès, c'est quand même les films de Verneuil, les films de Gérard Houry, Fantomas, enfin, c'est des choses énormes. Mais en même temps, je trouve que la nouvelle vague, là où elle gagne, c'est que finalement, alors je compare ça à l'impressionnisme, c'est comme si ça avait ouvert la voie en disant, bon, voilà, on peut faire du cinéma différemment. Donc à partir de là, tous les cinémas peuvent exister. Et je trouve qu'à partir justement de ce constat, de se dire, ben voilà, il n'y a pas qu'une manière de faire cinéma, on peut être beaucoup plus libre. Il y a beaucoup de façons du cinéma qui vont émerger jusqu'à encore à aujourd'hui. Et aujourd'hui coexistent encore finalement les enfants de la nouvelle vague, les enfants aussi de Maurice Pialat, qui lui-même peut s'inspirer de la nouvelle vague et qui fait L'Enfance nue, son premier long métrage en 69. Et il reste encore un cinéma plus populaire français qui existait avant la nouvelle vague et qui existe après.
Donc, les deux ont gagné, les deux coexistent encore, hein, mais en tout cas, ça, c'est comme à l'instar de l'impressionnisme, voilà, il y a eu la petite graine qui a été mise pour dire, voilà, essayer d'autres choses. On peut sortir du cadre classique, on peut sortir des studios, on peut proposer plein de cinémas différents, et c'est ce qui fait la richesse du cinéma français encore aujourd'hui. Vous évoquiez à un moment le film noir dans les années 50, le cinéma français, enfin le genre du film noir était un genre très important dans les cinémas 50, dans les années 50, pardon. Est-ce que ça va continuer, ça va se développer dans les années 60 et surtout est-ce qu'il y aura d'autres, est-ce que le cinéma français va questionner et aborder d'autres genres comme le film de KPDP, le film d'aventure, etc. Oui, alors les films de KPDP, c'est un peu la fin. Là, c'est vraiment les années 50. Il y a encore des grands succès, Le Bossu notamment, le Capitance en 1960, c'est des gros succès. Il y a toute la série des Pardaillants avec Gérard Barré. Mais bon, Gérard Barré, c'est Jean Marais, on peut critiquer, mais voilà, Gérard Barré, c'est pas Jean Marais, et ça va, je trouve, s'arrêter. C'est presque la série d'Angélique, est presque anachronique, et son succès presque anachronique avec ce qu'il fait par ailleurs. Le film noir va continuer avec Jean-Pierre Melville, évidemment, qui est une figure essentielle, je trouve, des années 60, qui trouve vraiment sa manière dans ces années-là, et qui va épurer son cinéma jusqu'à faire les chefs-d'œuvre qu'on connaît, Le Samouraï, Le Cercle Rouge en 1970. Mais il y a aussi, on en parle dans le livre, il y a aussi la volonté de faire des parodies, justement. Donc, il y a toutes les parodies de Lautner qui, quelque part, s'inspirent de Rasier sur la Chenouf ou Touchez pas au Grisby et qui aboutissent au Tonton Flingueur, Ne nous fâchons pas, on s'amuse avec le genre. Mais après, le cinéma, le film noir, le policier reste toujours un cinéma extrêmement vivant en France dans les années 70. Il y a Les Peurs sur la ville, Flick Story de Jacques Deray, par exemple, qui est un film sur l'ennemi public numéro 1 dans les années 50. Enfin, c'est des films extrêmement bien faits, très solides scénaristiquement, en termes d'interprétation aussi. Ça, c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui d'une certaine manière. Les films de Cédric Jiménez, par exemple. Enfin, il y a des gens comme ça qui perpétuent ce coup pour le polar français. Mais après, il y a différents genres. Il y a la comédie, évidemment, on en a parlé, mais qui offre des films intéressants, notamment je reviens sur La Grande Vadrouille et Gérard Houry qui crée un peu le buddy movie d'une certaine manière, la comédie avec les extrêmes qui sont différents et qui va aboutir plus tard dans les années 70 à toute la série. Il y a l'emmerdeur, après La Chèvre, tout ça dans les années 80, mais ça trouve un peu son début dans les années 60 avec Gérard Houry. Donc c'est aussi une période où les genres évoluent un petit peu. Et ça, c'est intéressant. Il y a des films, les budgets augmentent aussi. Donc c'est intéressant de voir petit à petit les budgets augmenter jusqu'à arriver au Cerveau qui est 25 millions d'euros, 25 millions de francs. À l'époque, c'est le plus gros budget. La Grande Vadrouille, c'était 20 millions et c'était le plus gros budget de 66. Et le plus gros budget de 65, ça devait être Weekend at Whitcourt qui était à 10 ou 15 millions. Enfin, il y a une espèce de super production là comme ça, né aussi des coproductions qui permettent d'avoir des financements qui sont plus larges. On parle aussi des coproductions franco-italiennes qui ont commencé en 46 mais qui trouvent vraiment leur aboutissement dans les années 60. Il y a beaucoup de films qui sont des coproductions franco-italiennes et ça permet d'avoir des budgets aussi plus étendus, d'avoir des marchés plus étendus qui permettent aux films français d'avoir des carrières en Allemagne, en Italie, en Espagne, ce qui était moins le cas avant. Et sur l'aspect politique, comment le cinéma de cette époque questionne, par exemple, la guerre d'Algérie ou alors mai 68? C'est un cinéma un peu frileux ou au contraire, il l'aborde frontalement? Alors ça, la guerre d'Algérie, c'est le gros sujet quand même un des gros sujets du livre qui en fait parcourt tout le livre. Il y a le dossier, mais même on en reparle précisément dans plusieurs films. Je dirais qu'en fait, on a essayé de tordre le cou avec une idée, en partie tordre le cou, avec une idée de se dire que les Français ne font pas de films sur la guerre d'Algérie avant les années 70. C'est en grande partie le cas. Les films sont censurés, sont repoussés, comme Le Petit Soldat qui parle de l'OAS et qui parle de torture en Algérie. Il y a une scène avec Laszlo Szabo qui quelque part parle vraiment du fait que le FLN a torturé, mais aussi les soldats français a torturé. Le film est fait en 60, il ne sort qu'en 63. Il y a des films comme ça qui sont
son Muriel, c'est aussi le film de René, c'est un film qui parle de la torture, mais qui explique à quel point on ne peut pas en parler en multipliant les informations. Il sature son film d'information pour bien montrer qu'il y a un vide autour de cette question-là. Mais donc on en parle d'une certaine manière. L'Insoumis se situe, c'est 64, se situe sur le terrain il y a une bataille au début du film. Après, il y a une histoire avec l'OAS qui en fait kidnappe une avocate qui va aider le FLN, qui est la Massari. On parle de tous ces sujets-là et on est en 64. Et après, on en parle de manière aussi détournée. Les parapluies de Cherbourg en 1964, Palme d'Or à Cannes, finalement, parlent aussi de la guerre d'Algérie et du traumatisme de la jeunesse, d'être séparés. Et voilà, dans le film, c'est un amour qui s'éteint à cause de la guerre d'Algérie. Nino Castelnuovo va partir, son amour va s'arrêter parce qu'il va partir en Algérie pour quelque temps. Mais on en parle de ce traumatisme-là. C'est cité à plein d'égards dans beaucoup de films. Sur une phrase aussi, dans Weekend, Jean-Yann parle aussi de torture en disant en Algérie, on pouvait faire ce qu'on voulait, et maintenant on peut plus faire ce qu'on veut. Voilà, il y a des petites piques comme ça parce que officiellement, il n'y a pas de guerre d'Algérie. La guerre, c'est 54-62, mais c'est les événements en Algérie. La télévision le relaye peu, même si je donne aussi des cours d'histoire de la télévision à mes étudiants et je leur passe toujours 5 colonnes à la une. D'ailleurs, il y a des images de Pierre Schanderfer qui est allé filmer des soldats en Algérie. La télévision montre quand même des tas d'opérations avec des soldats, mais officiellement, c'est des événements, c'est les événements en Algérie, c'est une politique de pacification. Donc, il y a ce double langage qui fait que, voilà, en premier rideau, on se dit que la France n'en parle pas dans le cinéma, mais dans les faits, il y a des choses qui transparaissent et qui sont dites. Il y a beaucoup de films qui parlent de l'OAS dans ces périodes-là. Le combat dans l'île aussi, le film de Cavalier en parle. La dénonciation de Jacques Doniol-Valcroze en parle aussi et fait un rapport entre la guerre d'Algérie et le personnage est traumatisé par la collaboration. Et donc, il y a un jeu de miroir entre la période de la collaboration et la période de la guerre d'Algérie. C'est des films très, très politiques. Et ça se dit de manière détournée, parce qu'officiellement, voilà, le discours est tout autre. Et mai 68, est-ce qu'il y avait comme ça, vous disiez que Godard, il avait vu avant tout le monde que quelque chose allait se passer au sein même des étudiants, j'entends bien. Mais oui. Est-ce que le cinéma français, pour le coup, a été véritablement un sismographe, c'est-à-dire de bien montrer, de bien sonder les désillusions de cette jeunesse, mais aussi la colère de cette jeunesse, et ensuite, quand mai 68 arrive, comment se passe à ce moment-là? Comment le cinéma français doit y avoir aussi une affaire, je crois, très importante l'affaire de la Cinémathèque avec Henri Langlois, effectivement, il y a ça qui, avec voilà, les cinéastes prennent parti aussi au Festival de Cannes, puisque on ne va pas continuer le Festival de Cannes. Il y a une conférence de presse là-dessus pour dire on arrête le Festival de Cannes. On ne va pas continuer dans ces conditions-là. Donc effectivement, c'est aussi le ministre de la Culture, la KULTUR, donc le mot de Godard vis-à-vis de Malraux, le ministre de la Culture à l'époque, voilà, qui fait un rapprochement, voilà, avec le nazisme. Enfin voilà, c'était excessif évidemment, mais c'est dans l'air du temps. Après, comme je l'ai dit, moi je trouve de voir la chinoise d'une certaine manière, mais voir encore plus les documentaires comme Hitler connaît pas ou Chronique d'un été, où vraiment les jeunes disent à moi ce modèle de travailler comme ça, que le travail, que la croissance, ça me va pas. Moi, je veux profiter de la vie, etc., etc. Les ouvriers qui parlent de cadence infernale, qui disent oh là là, c'est insupportable la vie qu'on mène. Là, il y avait, je pense, des choses à sonder pour les autorités. Ils auraient dû le sentir. Voilà. Après Godard, lui, avec une jeune femme qui était étudiante à Nanterre et qui était vraiment dans les cercles les plus radicaux de l'époque maoïste, lui, il sonde cette jeunesse-là et voilà, il va évidemment être il est en première ligne pour sentir la France de cette époque-là. Mais oui, je pense qu'il y avait vraiment après. On peut citer
en réfléchissant plein d'autres films qui donnent des signes avant-coureurs de cette espèce de malaise d'une France qui, comme je l'ai dit, va bien sur le papier, qui est en croissance, avec une jeunesse qui découvre aussi la musique, les yéyés. Il y a l'affaire du concert de la Nation organisé par Salut les copains, où il y a 100 000 personnes, 150 000 personnes qui viennent, et il y a des émeutes, etc., etc. Le lendemain, la presse, notamment Bouvard, qui écrivait, je crois, dans le Figaro à l'époque, dit ah mais ce concert et ces yéyés, il rapproche ça de Nuremberg et des nazis qui s'adressaient aux foules. Enfin, pour dire à quel point il est complètement déconnecté de la jeunesse. Il voit ça comme une espèce je sais pas, de danger pour la société, alors que c'est juste une jeunesse qui, pour la peine, voulait s'amuser, aller écouter Johnny et les gens des yéyés. Il y a vraiment les yéyés, d'ailleurs, le terme, c'est Edgar Morin qui l'invente, ce terme-là. Lui, le sociologue qui a 101 ans cette année, qui lui sent cette volonté de la jeunesse de s'amuser, de ne pas suivre forcément les modèles des parents. Mais, et puis restons sur la jeunesse, parce que le cinéma français des années 60, c'est aussi de nouveaux corps. Ah ben oui. C'est juste. Et puis, est-ce qu'on a, on a cette impression de ne les avoir jamais vus, ces corps-là, au cinéma? Peut-être dans les années 30, mais il y a quand même autre chose, hein, quelque chose qui brille énormément. Il y a une nouvelle génération d'acteurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Quand vous parlez de nouveaux corps, oui, d'acteurs, d'actrices. Après, on aura, ça sera et qui sont peut-être aussi regardés différemment. Je veux dire, ce qui est très drôle. Il y avait Serge Danet qui donnait cette anecdote-là. Il y a comment Godard regarde. Après, Godard, il a l'âge aussi mais comment il regarde Belmondo et comment Carnet essaie de regarder la jeunesse dans Les Tricheurs. Et film qui d'ailleurs va ressortir. Mais Les Tricheurs, c'est très intéressant aussi. Hein. Ça peut annoncer aussi une jeunesse qui est un peu dans le no futur, d'ailleurs. Je trouve c'est un film très no futur. On n'a pas vraiment de voilà, mais il y a déjà ça, je trouve, chez Carnet. Après, oui, il y a un regard. Après, ce qui est magnifique, c'est comment Godard regarde Anna Karina. Voilà, il y a vraiment un regard amoureux. Il y a une femme mariée, Macha Merrill aussi, où c'est un film que j'aime beaucoup qui date de 64, où quelque part il y a des découpes sur le visage, sur le corps de Macha Merrill. Ça devient presque une œuvre d'art. Le film est intéressant parce que justement, elle est entre deux hommes et qu'ils l'aperçoivent quelque part comme un trophée, comme une statue, et lui-même la filme comme une statue avec cette vision. Et le film, c'est un peu le combat entre la voir que comme une suite des beaux yeux, des belles jambes, des beaux bras, et l'entièreté de son corps qui fait d'elle une femme et pas qu'un objet de désir. Voilà, c'est intéressant aussi ce film, j'abrège quand même, hein, mais à la base, c'était La femme mariée. Et pour la peine, les comités de censure disaient ah ben non, genre la femme mariée qui trompe son mari, ça donne une mauvaise image du mariage et de la femme française. Donc Godard a été obligé de changer et d'appeler ça une femme mariée pour dire que c'était pas une généralité, c'était juste un exemple. Ça montre à quel point la société elle est extrêmement encore bigote, fermée. Voilà, on parle aussi de la religieuse aussi qu'un objet de scandale, alors que le film ne remet pas en cause la religion chrétienne, et c'est en plus une adaptation de Voltaire et de pratiques qui se passent au XVIIIe siècle. Il n'empêche, c'est un énorme scandale. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, le film est un succès énorme. Il y a plusieurs millions de Français qui vont le voir grâce au scandale. Film que voilà, je conseille à tout le monde d'aller voir. Oui, je crois que c'est l'un des plus grands succès de Rivette, je pense. Carrément, oui, je pense que c'est forcément le plus grand. Il y a plusieurs, ils sont 3 millions ou 4 millions. Enfin, c'est un truc. Et ça montre aussi, au-delà même du scandale, c'est un film qui dure 2h20, qui est un film qui est assez austère. Et ben, c'est un succès populaire. Les gens aussi, après, voilà, il n'y a pas la télé comme aujourd'hui, il n'y a pas toute la société du divertissement, mais les gens vont aussi voir ce film-là. Alors, je crois que la religieuse, c'est Diderot, je pense, si je ne me trompe pas. Ah oui, j'ai dit Voltaire. Non, mais bien sûr. Pas grave, peu importe. On est dans le XVIIIe siècle, effectivement. Denis Diderot. C'était juste pour vous titiller, c'est tout. Non, mais vous avez bien fait. Je pars et je. Non, mais ça, c'est un livre formidable, Suzanne Simonin. Voilà. Alors, je répète, une histoire du cinéma français, c'est le 4e tome, c'est 1960-1969. Denis Orgnotti et avec la participation aussi de Ulysse Yeddo, c'est édité chez Leitmotiv. On a dit 0,0001% de ce qu'il y a dans le livre, donc je vous invite
fortement à vous le procurer. Une dernière petite question très très banale, mais que je vous pose souvent d'ailleurs. La question piège. La question piège, ouais, mais je crois que j'ai déjà la réponse. Peut-être, je dis bien peut-être. S'il y avait, enfin, j'allais dire s'il y avait un film, mais en même temps même peut-être un cinéaste qui pour vous aujourd'hui, représenterait bien cette période-là du cinéma français, ce serait qui ou quel film? Difficile. Il y en a plusieurs, je trouve, qui représentent. Après, c'est toujours pareil. C'est dans le pendant. Je trouve que François Ozon, Christophe Honoré peuvent se réclamer beaucoup des années 60, mais plutôt la partie Truffaut, Demy, voilà, plus que la partie Henri Verneuil. Voilà, moi je pense à eux comme ça naturellement. Après, peut-être que vous aviez une autre idée derrière la Non, tête. je pensais que vous allez me dire Godard parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on a beaucoup parlé de Godard. On aurait même pu faire une émission autour de Godard est beaucoup dans c'est sa décennie quand même. Voilà. Ouais, Après, sauf qu'il peut la vie, tout ça, ça va être important en 1980. il revient au cinéma, enfin à la FIFA. Carrément. Mais là, effectivement, Godard est quand même, voilà, entre 60 et 67, il fait quand même beaucoup de films et beaucoup de films qui sont extrêmement importants. Oui. Bon, alors moi je vous dis à la prochaine pour le numéro 5 et ça sera 70-79 et ça va être intéressant de voir si cette décennie-là a été réellement une continuité des années 60. Je pense que, enfin, on en parlera tout ça. En partie non, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je dis. C'est parce qu'il y a des petites choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Denis. Merci à vous, vraiment. C'est toujours un plaisir. Merci, Samir. Discuter avec vous. Et puis, n'hésitez pas, le descriptif, dans la vidéo, il y a tout ce qu'il vous faut. Je vais aussi, bien évidemment, mettre de nouveau les liens qui renvoient au précédent tome. Ça, c'est très important aussi. Donc, voilà, il y a de tout. C'est à vous, à celles et ceux qui nous regardent, de se les procurer. À très vite. Merci beaucoup. Puis, pour le numéro 5, comme on dit. À très vite. Au revoir. Merci à vous. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just